suis content aussi de co-débuter cette séance avec nos amis François Camille et François Zazou. Je ne sais pas si la communication est prête, je vais la faire installer. Voilà. Donc, tout est bon pour aborder l'insuffisance médicale avec Bonjour, merci Monsieur le Président. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et je remercie à mon tour le comité d'organisation de m'avoir invité à participer à cette belle session. Donc évidemment, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Alors pourquoi parler de l'insuffisance mitrale et des challenges en insuffisance mitrale? Tout simplement parce que vous voyez que l'insuffisance mitrale en Europe, elle constitue la deuxième valvulopathie la plus présente. Et dans notre registre tunisien, Nature Valve, eh bien, les valvulopathies mitrales viennent en première position, donc toutes cumulées, et que l'insuffisance mitrale, c'est une valvulopathie qui est très présente. L'insuffisance mitrale, c'est grave. Si vous regardez cette série européenne, donc le nombre de patients, plus de 107 000 patients qui avaient été suivis pour une insuffisance mitrale, il y a 8% qui ont été orientés vers la chirurgie et 92% qui ont été suivis de façon médicale. Et si on regarde le pronostic, donc la mortalité à 1 an, peu importe que l'insuffisance mitrale soit primaire ou secondaire, les réhospitalisations et la morbimortalité à 1 an, vous voyez que quand même, toutes catégories confondues, la morbimortalité de l'insuffisance mitrale est importante. Et encore mieux, donc cette étude américaine qui date quand même de 2018, ce sont en fait des cardiologues généralistes ou des cardiologues non imageurs qui répondent aux questions sur les comptes rendus d'échocardiographie qu'ils reçoivent concernant l'insuffisance mitrale. Et vous voyez donc que sur les comptes rendus qu'ils ont, eh bien, tout ce qui est surface de l'orifice régurgitant, volume régurgité, c'est présent uniquement dans 40% des comptes rendus. Et l'évaluation, donc même quantitative de la fraction d'éjection, c'est uniquement 78% des comptes rendus qu'ils avaient. Et les problèmes qu'ils rencontraient le plus, ces médecins, donc ce sont quand même des cardiologues, c'est quand opérer, quand envoyer donc ces patients vers la chirurgie, notamment, et c'était plus complexe pour eux quand c'était une insuffisance mitrale secondaire. Donc dire qu'en pratique clinique quotidienne, il y a un problème dans la prise en charge et l'évaluation de ces insuffisances mitrales. Alors en parlant de challenging cases, donc ce premier cas, c'est un patient de 65 ans, diabétique, qui vient pour une douleur thoracique avec dyspnée. Sur l'électrocardiogramme, c'est un ST+ inférieur compliqué d'état de choc cardiogénique. Et là, vous voyez bien sur les images échocardiographiques qu'il y a une rupture de pilier avec une insuffisance mitrale massive. Donc en termes de mécanisme, là c'est évident, c'est une insuffisance mitrale aiguë ischémique. Le challenge, donc, n'était pas uniquement dans le diagnostic. Bien évidemment, il fallait faire l'échographie précocement, mais la clinique orientait déjà vers ce diagnostic avec un souffle systolique donc, à l'auscultation. Mais le challenge de cette insuffisance mitrale aiguë ischémique, qui est grevée d'une lourde mortalité à la phase aiguë, c'est la prise en charge. Donc, c'est un patient qui fait un ST+, compliqué, donc avec une complication mécanique et un état de choc cardiogénique. Donc, bien sûr, il faut revasculariser le patient, le stabiliser hémodynamiquement, évaluer le risque opératoire, et dans cet algorithme qui est proposé pas dans les recommandations mais dans un consensus d'experts, donc on vous dit en fonction donc du terrain, des choses disponibles, faut-il faire un remplacement percutané ou aller vers une chirurgie classique, mais somme toute le challenge reste dans ce cas-là dans la prise en charge thérapeutique, puisque c'est un patient non seulement qui présente un tableau clinique grave, mais c'est une urgence thérapeutique. Deuxième cas clinique plus simple et qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est un sujet âgé, 72 ans, qui a une dyspnée stade 2 de la NYHA, un souffle systolique mitral donc, à l'auscultation, et qui est adressé pour une échographie cardiaque. Donc comme vous voyez sur les images, en parasternal grand axe, on voit qu'il y a un prolapsus donc, de la valve antérieure, donc c'est un prolapsus au niveau de A2, avec une fuite mitrale qui est excentrée et qui a l'air assez sévère comme ça. Bien évidemment, la sévérité, c'est sur des critères bien précis qu'il faut l'évaluer. Donc, quand on regarde, on voit que le ventricule gauche est dilaté, la fraction d'éjection ventriculaire gauche est préservée, l'oreillette gauche est dilatée, et on a une inversion du flux systolique pulmonaire. Donc, tous ces critères nous orientent vers la sévérité de l'insuffisance mitrale. Et donc, quand on passe à la méthode de la PISA pour l'évaluer, bien, on trouve une SOR à 0,18 et un volume régurgité à 32 ml.
Ça pose un souci, oui. J'ai entendu quelqu'un dire kiffer. C'est pas logique. Ce qu'on a vu comme image, le retentissement qu'on a, c'est en faveur d'une insuffisance mitrale sévère. Donc là, il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait mes mesures? Est-ce que j'ai pas des erreurs? Donc, il faut faire attention aux pièges pour la PISA. Donc, la validité de la PISA, il faut qu'on ait d'abord une hémisphère. Donc, ça suppose que l'orifice, il est plan. Il faut que la tête donc, de la PISA soit totalement développée et que ce ne soit pas confiné, comme on le voit beaucoup dans les insuffisances mitrales par prolapsus. Et enfin, comme vous le voyez sur la dernière image, quand on met le TM couleur sur la zone de la convergence, ça doit être stable, cette insuffisance mitrale doit être stable autour du cycle. Alors, on a mis le mode TM, donc couleur, sur la zone de convergence chez notre patient, et vous voyez qu'en fait, au cours du cycle, le rayon n'est pas stable. Et ça a été bien rapporté par Dr Sarano. Donc, dans le prolapsus valvulaire mitral, le rayon de la PISA, il est instable. Il est petit en protosystole et il va en augmentant donc, sur le cycle cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Là, vous avez une image qui résume bien les choses. Donc, vous voyez qu'en protosystole, on avait un rayon à 5 et qu'en télésystole, on avait un rayon à 12. Donc, dépendamment du moment du cycle où vous avez mesuré votre rayon, ça vous donne des sœurs complètement différentes. Donc, on va de l'insuffisance mitrale qui n'est pas sévère à une insuffisance mitrale sévère. Donc, dans l'insuffisance mitrale, donc avec le prolapsus, idéalement, en fait, il faut mesurer le rayon au pic de la vitesse, donc, comme vous le voyez en haut à droite, au pic de la Vmax du flux de l'insuffisance mitrale. Donc, on refait l'acquisition chez notre patient, ou bien, méthode plus longue, vous allez mesurer le rayon aux 3 temps différents, donc en proto, méso et télésystole, et moyenner les 3 volumes et les 3 surfaces que vous avez. Donc, on refait les calculs. Alléluia sort à 0,4 cm², volume régurgité à 66 ml. Les données sont concordantes, l'insuffisance mitrale est sévère. Donc, il faut toujours, dans l'évaluation, faire multiples paramètres. Donc, quand ce n'est pas concordant, il faut revoir donc les cycles qu'on a fait. Et vous savez qu'il y a, on l'a vu sur plusieurs sessions d'insuffisance mitrale hier, donc la méthode des volumes. Donc vous allez mesurer le volume d'éjection mitrale moins le volume, le VES, donc aortique, pour avoir ce volume régurgité. Donc toutes les valeurs par les différentes méthodes doivent être concordantes. Et donc le challenge ici, c'est dire que quand on évalue une insuffisance mitrale, il ne suffit pas uniquement de la quantifier, de dire sévère ou pas, mais de répondre à la question du mécanisme. Donc, quel est le mécanisme de cette insuffisance mitrale pour orienter le choix thérapeutique, donc notamment quand il y a un prolapsus, pour orienter donc vers la chirurgie, il faut préciser quel segment prolab, et ainsi de suite. Il faut faire la sévérité de cette insuffisance mitrale, donc avec tous les paramètres qu'on a et qui doivent être concordants, et il faut évaluer le retentissement de cette insuffisance mitrale et évidemment aussi les conséquences donc, sur les cavités ventriculaires. Troisième cas clinique, donc c'est toujours, comme on l'a vu tout à l'heure, un prolapsus de la valve mitrale, donc c'est un prolapsus bivalvulaire. Mes spécificités, donc je vais vous inviter à regarder de plus près cette parasternale grand axe, et on vous fait un arrêt dessus. Vous voyez en fait sur l'image de droite qu'on a une disjonction de l'anneau mitral. C'est en fait un étirement donc vers l'oreillette gauche, et vous avez en fait un recul de la zone de jonction qui se fait donc entre le myocarde atrial et le myocarde ventriculaire et qui se voit en systole. C'est une entité qui est nouvellement décrite, donc vous la voyez bien là, la disjonction de l'anneau mitral qu'il faut mesurer donc en systole. Donc ça reste toujours un prolapsus avec une insuffisance mitrale qui a été évaluée à modérée. Mais pourquoi parler de cette entité, donc la disjonction annulaire mitrale? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas encore sur le point physiopathologique, est-ce que le prolapsus arrive avant, puis la disjonction suit? Ce n'est pas la majorité des cas. Ou est-ce que la disjonction annulaire existait, s'y ajoute un prolapsus? Mais en tout cas, que ce soit le prolapsus valvulaire mitral associé ou non à une disjonction annulaire mitrale, eh bien, les études actuelles montrent qu'il y a un pronostic rythmique qui est mis en jeu, et ce sont des patients qui sont exposés à des troubles du rythme ventriculaire sévères et qui peuvent être graves, voire mortels. Donc, on a fait un Holter rythmique à notre patient qui avait une hyperexcitabilité ventriculaire, donc de type 4 de Lone. Et puis, c'est vrai que je fais de l'imagerie et que j'aime beaucoup l'imagerie, mais j'aime beaucoup aussi la rythmologie à cause notamment de mes copines. Et donc là, vous voyez qu'en fait, le prolapsus valvulaire mitral, ça ne s'arrête pas uniquement à
l'évaluation échocardiographique. Et vous avez donc ce consensus d'experts qui a été publié, donc conjointement rythmologues et cardiologues, pour parler donc de cette nouvelle entité, c'est le prolapsus valvulaire mitral arythmique. Donc c'est quoi? C'est une insuffisance mitrale par prolapsus associée ou non à une disjonction de l'anneau mitral. Et donc ce sont des patients qui ont de l'hyperexcitabilité ventriculaire ou des troubles du rythme ventriculaire plus graves. Dans tous ces cas, eh bien maintenant c'est ça, ce qu'il faut faire, c'est que si votre patient il est venu pour une échocardiographie, vous avez un prolapsus valvulaire mitral, que l'insuffisance mitrale soit sévère ou non. S'il est symptomatique et qu'il a des palpitations, il faut faire un Holter rythmique, donc pour stratifier son risque rythmique. S'il est asymptomatique, le niveau de preuve est plus bas, mais il faut quand même faire des Holters rythmiques chez ces patients-là. Et en fonction de la gravité des troubles du rythme, là c'est un travail collégial avec les rythmologues pour voir ce qu'il faut faire en termes de suivi rythmologique. Mais bien évidemment, si l'insuffisance mitrale est sévère, ce sont toujours donc les indications chirurgicales classiques qui sont de mise. Mais ça veut dire que chez les patients qui ont un prolapsus valvulaire mitral, attention, il faut penser et repenser au pronostic donc rythmique. Dernier cas clinique, c'est un patient de 55 ans, diabétique. C'est un patient qui a eu un remplacement valvulaire aortique avec une annuloplastie donc tricuspide pour un rétrécissement aortique rhumatismal et qui a été admis pour une insuffisance cardiaque globale. Sachant que 2 ans auparavant, il avait fait une fièvre, un syndrome infectieux, et que quand on lui avait fait le TO à l'époque, il n'avait pas d'insuffisance mitrale. Donc là, je pense que les images sont parlantes. On a un ventricule gauche qui est dilaté, des troubles de la cinétique segmentaire évidents, avec une insuffisance mitrale excentrée qui a l'air, qu'on va évaluer, qui a l'air sévère. Donc on voit là la dysfonction ventriculaire gauche. Vous voyez qu'on a une insuffisance mitrale avec d'un type donc 3B de Carpentier, une restriction de la petite valve mitrale, une insuffisance mitrale excentrée, une dysfonction VG sévère. Et quand on évalue cette insuffisance mitrale, donc c'est une insuffisance mitrale qui était évaluée comme étant sévère. Quel est le mécanisme? Et là, vous savez très bien qu'on parle d'insuffisance mitrale primaire et secondaire. Donc là, c'est une insuffisance mitrale secondaire. Et les nouvelles entités dont on parle aujourd'hui, c'est secondaire. Est-ce qu'elle est atriale ou ventriculaire? Donc là, clairement, c'est ventriculaire parce que le ventricule gauche est très dilaté. Donc il y a un défaut entre la diminution des forces de fermeture des valves mitrales et l'augmentation du tenting. Donc évaluation faite, c'est une insuffisance mitrale secondaire sévère. Là, c'est challenge pour l'évaluation, pour le mécanisme, mais également pour la prise en charge thérapeutique, puisque ce patient-là, donc comme il avait des facteurs de risque, il a eu sa coronarographie, c'est un tritronculaire sévère avec une occlusion de la droite, sténocérée de l'IVA et de la circonflexe, une viabilité qui était positive. Donc pour les recommandations, c'est insuffisance mitrale secondaire ischémique, là c'est chronique et pas aigu comme le premier cas, avec atteinte coronaire, donc c'est recommandation de classe 1 pour la chirurgie, et classe 2B maintenant pour le traitement percutané. Si on pense au traitement percutané, bien évidemment, il y a des critères échocardiographiques beaucoup plus sophistiqués qu'il va falloir évaluer dans un centre spécialisé et avec notamment de l'ETO 3D. Et puis, dans ces cas cliniques complexes, il y a aussi le patient et le consentement du patient et le risque donc qu'il faut évaluer. Donc notre patient, il avait un haut risque chirurgical avec un Euroscore à 18%. Et donc, c'était un patient qui avait refusé la chirurgie à l'époque. Donc, on n'avait pas les moyens de faire le remplacement percutané, sachant que les valves, si vous avez assisté aux sessions d'hier, ce n'est pas l'insuffisance mitrale qui se prête bien pour la fermeture percutanée. Donc, il a fini par évoluer dans le tableau d'insuffisance cardiaque globale chronique. Bien, pour conclure, je dirais qu'en fait, il n'y a pas une insuffisance mitrale, mais des insuffisances mitrales primaires, secondaires, chacune avec son mécanisme. Et donc, il faut toujours faire une évaluation échocardiographique précise, bien évidemment tenir compte des symptômes du patient, du tableau clinique, et c'est une décision collégiale en Heart Team. Donc, finalement, l'insuffisance mitrale, c'est de plus en plus prévalent, et c'est un pronostic qui est grave et lourd. L'évaluation échocardiographique, que ce soit en 2D, 3D ou le TO, doit être multi-paramétrique. On peut s'aider maintenant de l'imagerie multimodale, notamment avec les IRM, si jamais on a un plateau technique et des opérateurs donc, qui peuvent le faire. Je sais qu'on a des appareils d'écho de plus en plus sophistiqués, qu'on vous parle de 3D, de strain et tout ça, mais tout le monde n'a pas forcément toutes ces machines. Donc une échocardiographie en 2D bien faite, avec une bonne évaluation de tous les paramètres valides, c'est
très bien aussi pour orienter ensuite donc, le patient et le discuter en collégial, et que le travail se fait évidemment donc, en heart team entre échocardiographistes, chirurgiens cardiaques, cathétériseurs interventionnels structurels si jamais il y a place, et réanimateurs. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci. Je crois que vous avez abordé un sujet très difficile et très vaste, surtout. Donc, très bien axé votre communication sur l'expiration échocardiographique essentiellement, j'ai l'impression. Tout à fait. J'ai deux petites questions pour entamer la discussion. La première question, c'est, autant on a parlé beaucoup de l'économie dimensionnelle à l'étranger, elle a pris beaucoup de place. Autant, mon impression, c'est qu'en Tunisie, on reste timide sur le niveau d'exploration tridimensionnelle. Quelle est l'explication? Est-ce que c'est un problème d'entraînement, de machine, conviction? Non, conviction, je pense que on a vu beaucoup de 3D dans toutes les sessions, surtout pour dans le structurel, donc c'est obligatoire. Donc, c'est pas tous les appareils qui se prêtent, qui ont les sondes de 3D, donc ça c'est disponibilité. 2, c'est la formation. Et puis on sait maintenant que ça se développe, même à l'étranger, c'est l'échographie transthoracique 3D, elle se développe, mais c'est surtout l'ETO 3D qui est vraiment validé. Donc ça, les sondes de TO 3D, ça commence à arriver dans les différents centres. Et il faut vraiment, quand on a regardé les images hier, par exemple dans la session avec le MitraClip, c'est vraiment tout un enseignement. Il faut faire, refaire. Il y a beaucoup de trucs et astuces. Donc, je pense qu'à l'hôpital militaire, il y a eu des expériences de MitraClip. Donc, je pense que tu seras d'accord, Wade, pour dire qu'il y a une courbe d'apprentissage. Donc, réticence des échocardiographistes, je ne pense pas. J'en vois beaucoup dans la salle. Mais c'est surtout disponibilité et courbe d'apprentissage. Mais on va s'y mettre. Mais le 2D, c'est pour dire que le conventionnel, si on le fait bien, avec tous les paramètres, en s'aidant de collègues, en prenant plusieurs avis, déjà, si on fait bien les choses, qu'on met en doute, qu'on discute les discordances, déjà, c'est pas mal. Et c'est ce qu'on fait, je pense, dans notre pratique clinique quotidienne. D'autant plus que tous les chirurgiens ont toujours dit que l'insuffisance médicale est opérée en salle d'écho. Tout à fait. On est exigeant au pays du cardiologue. Exactement. Oui, et des fois, c'est ce qu'on fait, c'est le staff multidisciplinaire, c'est pour montrer aussi les images aux chirurgiens, parce que nous, on la voit en échocardiographie, vous la voyez en péropératoire, donc les images sont concordantes. Et puis au bloc opératoire, maintenant, il y a de plus en plus de travail échocardiographistes et chirurgiens. Donc là, c'est le travail d'équipe. Et même là, quand le chirurgien travaille, chacun a l'échocardiographiste avec qui il est, enfin, qui sait où il communique bien. Donc c'est vraiment un travail d'équipe des deux côtés, que ce soit interventionnel ou chirurgical. Et ça s'apprend. Ça veut dire que quand on travaille dans une équipe, on commence à savoir les coupes et comment il faut orienter le chirurgien ou l'interventionnel. Donc c'est... J'ai aussi une autre question. Il y a des situations qui ne sont pas là, où vous avez une insuffisance médiale et une insuffisance aortique. Vous savez que bien sûr, le tas du ventricule est un paramètre important pour savoir avancer ou ne pas avancer aussi bien pour la médicale que pour l'aortique. Dans ces situations d'une vous avez les deux associés, les deux plus modérés, plus ou moins, etc. Comment vous vous sentez pour faire la maintenance de la délégation, de la délégation dirigée à l'IM ou à l'IM? Je ne vais pas empiéter sur la prochaine présentation, je sais qu'elle va faire des cas d'IAO. Voilà. En fait, les polyvalvulopathies, là, c'est encore pire parce que pour l'échocardiographiiste, il faut tenir compte en fait, des limites de l'une ou de l'autre des méthodes. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement. Et en général, quand ils sont polyvalvulaires, et chez nous, c'est le rhumatisme articulaire aigu, c'est complexe. Mais ce qu'il faut, c'est l'imagerie, en fait, l'ETT, l'ETO, et vraiment faire tous les paramètres un par un. Et si l'IM est sévère, mais que l'insuffisance aortique, elle est moyenne, il faut vraiment discuter ensemble, entre autres avec le chirurgien, le souhait du patient et le terrain. Mais ça devient beaucoup plus difficile quand deux valvulopathies s'associent et parfois il y a la tricuspide qui arrive avec. Donc je pense que ça va être dans les cas suivants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cette communication? Non? Vous convaincu tout le monde? Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, professeur Camoun. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir comme modérateur une très belle, une excellente équipe de chirurgiens et de cardiologues. Donc, et je tiens à remercier donc, le comité d'organisation de m'avoir invité à cette très belle session qui présente un challenge pour tous les cardiologues et pour tous les chirurgiens aussi. Donc, on va voir maintenant quelques cas de challenge dans l'insuffisance aortique, la bête noire des échographistes un peu. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, comme on le sait tous, donc l'échocardiographie, c'est la pierre angulaire de l'évaluation d'une insuffisance aortique. Ça a été très bien souligné dans toutes les recommandations et dans les dernières recommandations de la Société européenne. Donc, cette évaluation, elle doit être multiparamétrique, en se basant donc sur des paramètres qualitatifs, semi-quantitatifs et quantitatifs, que vous connaissez tous, et surtout avoir une intégration de tous ces paramètres. C'est-à-dire on ne peut pas avoir des paramètres très discordants ou bien essayer d'expliquer cette discordance entre les différents paramètres s'il y a une explication échocardiographique. Un autre point donc très important que l'échocardiographie va nous aider à savoir, c'est l'effet de cette insuffisance aortique sur le remodelage du ventricule gauche, qui est un point clé dans les décisions thérapeutiques. Donc, si on a une fraction d'éjection qui a baissé ou si on a un diamètre télésystolique qui est au-delà de 50, donc ça a été donc très très bien détaillé. Donc, toute cette évaluation, elle doit être multiparamétrique. Donc, il y a énormément donc, de paramètres qui vont nous aider, qui vont nous guider dans la classification de l'insuffisance aortique en 4 grades. Donc, on dit grossièrement, c'est minime, modéré, moyenne ou sévère. Mais pour le modéré, donc déjà, on a les deux grades, modéré à moyenne et moyenne à sévère. Donc, dans la vie réelle, donc, on a vu dans tous les livres d'échocardiographie cette belle vena contracta, cette belle rayon de Pisa. Donc, ça va être une évaluation très facile. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a en réalité? Donc, on va avoir donc un flux qui n'est pas évident, qui est excentré. On n'arrive pas à bien dégager donc la vena contracta. C'est très très difficile de limiter le rayon de Pisa et d'avoir une évaluation donc parfaite comme dans les livres d'échocardiographie. Donc un point très important, n'oubliez pas qu'on est des cliniciens avant tout. Donc il faut voir le patient, voir la valve, l'aorte aussi. Ça, c'est un point très important dans l'évaluation d'une insuffisance aortique. Donc, on a le morphotype, il faut voir la dilatation de l'aorte, c'est à quel niveau. Donc, c'est quoi le mécanisme exact. Il faut voir aussi le patient, est-ce qu'il est symptomatique ou asymptomatique. N'oubliez pas les états de base, la pression artérielle. Si on a une pression artérielle diastolique inférieure à 50 mm de mercure, déjà, on est orienté vers la sévérité de l'insuffisance aortique, même si l'écho, elle est très difficile. Donc, on doit rester clinicien, on doit regarder la valve dans l'écho et n'oubliez pas donc, le ventricule gauche et surtout l'aorte dans l'évaluation d'une insuffisance aortique. Donc, on va commencer par le premier cas clinique. C'est un patient qui est âgé de 53 ans qui se présente pour insuffisance aortique, pour insuffisance cardiaque, pardon. Donc, on fait l'écho. Déjà, vous voyez un ventricule gauche qui est dilaté, une fraction d'éjection qui est donc abaissée, et en même temps, on a un rétrécissement mitral associé. Vous voyez l'aspect en genou de la valve mitrale. Donc le VG il est à 74, le diamètre télésystolique donc on est à 49, une fraction d'éjection à 60 pardon, la fraction d'éjection elle est basse aux alentours de 39. Donc on met le Doppler couleur, donc on voit une insuffisance aortique avec un flux qui est... Et donc, n'oubliez pas le mécanisme et l'aorte qui est très, très important pour les chirurgiens et dans le compte-rendu d'écho. Donc, on découvre une quadricuspidie chez ce patient. Bon, l'aorte, elle n'est pas dilatée, l'aorte initiale. Donc, on va être académique. On va faire la vena contracta, qui est à 5. La PHT, elle est donc, elle n'est pas basse, elle est aux alentours de 400 millisecondes.
Donc, PISA, par contre, on a un rayon de PISA qui est à 106 mm de mercure et un volume de régurgitation qui est très augmenté. Donc, la VTD aussi, elle est augmentée. Elle est aux alentours de 25 mètres par seconde. Donc, si on va revenir aux recommandations donc, de la Société américaine d'échocardiographie. Donc, déjà, si, avant de faire le sort et le volume de regurgitation, si on va voir les critères, on a déjà un PHT qui n'est pas inférieur à 200, une vena contracta qui est à 5, qui n'est pas supérieur à 6. Déjà, il y a des éléments soi-disant en faveur d'une insuffisance aortique qui est moyenne, qui n'est pas sévère. Donc, on a seulement un VG qui est dilaté, une dysfonction VG. On a seulement 3 critères. Là, on ne peut pas conclure que l'insuffisance aortique, elle est sévère. Pourquoi cette PHT n'est pas très abaissée? Donc, il faut se rappeler que notre patient, il a un rétrécissement mitral. Donc, ça fausse donc, la PHT. Donc, il faut pas s'arrêter là. Il faut toujours continuer par les paramètres donc, quantitatifs. Chez ce patient, c'était donc facile pour conclure à une insuffisance aortique sévère et le proposer donc pour le chirurgien pour un remplacement valvulaire aortique et mitral. Donc là, on va passer au deuxième cas clinique, qui est un patient âgé de 64 ans. Donc, qui est admis pour une dyspnée. Donc, on fait l'échocardiographie. Donc là, on a une insuffisance aortique qui est excentrée, avec un prolapsus donc, au niveau des sigmoïdes aortiques. Donc déjà, donc, on évoque et on suspecte la bicuspidie. Donc effectivement, c'est une insuffisance aortique sur bicuspidie aortique. Donc avec un G qui est très excentré. Et si on regarde bien, on a aussi un deuxième G, on a 2 G d'insuffisance aortique. Là, donc, on a un ventricule gauche donc, qui est dilaté, avec un fluttering, un signe indirect, un fluttering de la valve mitrale. Si on se rappelle bien, c'était un G qui est excentré, donc un VG qui est dilaté. Là, heureusement pour nous, donc la vena contracta reste valide pour les G excentrés. Donc, on peut faire la vena contracta et mesurer la vena contracta. Chez notre patient, donc la vena contracta était à 5. Donc là, on a un critère, deux critères. On a le VG qui est dilaté et on a la vena contracta qui est inférieure à 6. Donc, on va réévaluer d'autres paramètres donc quantitatifs pour l'insuffisance aortique. Pour la PHT, il y a un problème parfois dans les G excentrés. Donc, qu'est-ce qui se passe si on va faire la coupe, donc 5 cavités et prendre la PHT? On va avoir un flux qui n'est pas dense déjà, qui n'est pas régulier, donc on ne peut pas mesurer la PHT correctement, et là, ça pose un problème. Heureusement, donc, en cas de G excentré et de difficulté d'avoir une belle enveloppe de PHT, donc il faut utiliser la parasternale grand axe ou la parasternale grand axe modifiée pour avoir donc une belle enveloppe de PHT. Donc, essayez d'être prudent dans l'évaluation échocardiographique et de ne pas prendre n'importe quel G. Il faut que le G soit dense, bien aligné, pour pouvoir donc continuer les mesures et évaluer donc l'insuffisance aortique. Là, donc, on a calculé donc les paramètres quantitatifs. Donc, on a un sort qui est élevé, on a un volume de régurgitation qui est élevé. Donc, on peut conclure que cette insuffisance aortique, elle est sévère. Donc, reste le challenge pour le chirurgien. Voilà, faut-il faire un remplacement ou une plastie? Là, vous avez raison, docteur Abid, c'est la place idéal donc de l'éthéo 3D pour bien étudier le mécanisme, évaluer la hauteur donc du prolapsus pour pouvoir aider le chirurgien dans la prise en charge thérapeutique et la décision thérapeutique. Est-ce un remplacement ou bien une plastie en fonction de la hauteur du prolapsus.
Donc, on va attaquer un autre cas clinique. C'est un patient âgé de 65 ans qui est admis pour insuffisance cardiaque. Et là, vous voyez très bien qu'on a des sigmoïdes aortiques qui sont calcifiés. Et on est dans le cadre d'une insuffisance aortique associée à un rétrécissement aortique. Donc, le rétrécissement aortique, il est moyennement serré. Reste l'insuffisance aortique. Comment on peut évaluer correctement cette insuffisance aortique en présence de calcification au niveau des sigmoïdes aortiques? Donc, on va être académique. On va faire donc la VTD qui est élevée. Par contre, la vena contracta, elle est à 5. On a un VG qui est dilaté, donc avec une fraction d'éjection qui est abaissée. Donc la PHT, elle est à 400 millisecondes. Là, on a un seul paramètre en faveur d'une insuffisance aortique sévère, c'est le VTD. Par contre, tous les autres paramètres, c'est en faveur d'une insuffisance aortique qui est moyenne. Donc on a seulement 2-3 critères. Là, est-ce qu'on peut conclure? Bien sûr que non. Donc on va faire les mesures quantitative, mais le problème, c'est qu'on a 2 G. Donc, quel G je vais utiliser pour mesurer donc, le rayon de Pisa? Donc, là, les recommandations nous aident énormément. Donc, il faut prendre le G le plus important pour mesurer le rayon de Pisa et ne pas faire la sommation des 2 G. D'accord? Donc, on va oublier le petit G et on va s'intéresser au G le plus important et surtout ne pas faire la sommation donc, des 2 G. Donc là, on a un sort qui est élevé, un volume de regurgitation à 5, pardon, un sort à 23, un volume de regurgitation à 50. Là, on est plutôt dans le modéré, dans l'insuffisance aortique modérée. Chez ce patient-là, c'est une maladie aortique qui est modérée, donc on va juste surveiller le patient. Pour le 4e cas clinique, donc c'est un jeune de 44 ans. Donc là, on a une insuffisance aortique, donc le flux n'est pas très clair, la vena contracta n'est pas évidente. Par contre, on a une dilatation de l'aorte initiale et on a une bicuspidie chez ce patient. Là, donc, on va faire les mesures donc, habituelles. On a un VTD qui est élevé, PHT normal, un ventricule gauche qui est dilaté. Par contre, pour la PISA, en cas de dilatation de l'aorte, il faut faire très attention. L'a déjà très bien dit Dr Mzouri. Donc, il faut faire attention à l'angle. Donc, on a une dilatation donc, de l'aorte. Donc, il va y avoir une déformation au niveau des sigmoïdes aortiques. Donc, l'angle, il est supérieur à 180 degrés et on risque de sous-estimer donc, le rayon de Pisa et le volume de regurgitation et donc sous-estimer l'insuffisance aortique. Là, il faut faire attention donc, dans l'évaluation. Et aussi, en cas de dilatation de l'aorte, donc même le VTD, il peut être normal. Donc, il faut faire une évaluation multiparamétrique, regardez le patient, s'il est symptomatique ou non, regardez donc tous les paramètres et la concordance entre ces différents paramètres. Chez ce patient, donc, c'était plutôt donc, des paramètres qui sont intermédiaires et l'insuffisance aortique, elle était modérée. Peut-on conclure ou non à ce stade chez ce patient devant la dilatation de l'aorte et devant les paramètres qui ne sont pas assez valides dans cette forme d'insuffisance aortique? Là, dernièrement, dans le consensus de l'apport de l'imagerie multimodale, que ne disent les recommandations? Donc, malgré tous ces paramètres qu'on a en écho, malgré l'étude détaillée des limites de chaque paramètre d'écho, on peut ne pas conclure. On peut être confronté à une discordance entre la clinique, c'était un patient de 44 ans qui est admis pour insuffisance cardiaque. Pourtant, l'insuffisance aortique, elle n'est pas sévère. Donc, pourquoi elle fait de l'insuffisance cardiaque? Pourquoi le ventricule gauche était dilaté avec une choro strictement normale? Donc là, on peut compléter par l'échographie transœsophagienne et bien sûr, essayer de répondre, c'est la place aussi de l'échographie 3D, mais si on n'arrive pas encore à répondre si cette insuffisance aortique elle est sévère ou non, actuellement, il nous recommande de faire l'IRM, l'IRM de flux surtout, pour étudier le volume de regurgitation en IRM. Ça peut nous aider énormément, c'est assez valide donc, dans l'évaluation de l'insuffisance aortique. Donc,
ne pas répondre, c'est pas grave. Donc, autant qu'échographiste, l'insuffisance aortique, l'évaluation par écho, c'est faisable, c'est valide, mais parfois c'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas comme dans tous les livres. Une approche multiparamétrique donc s'impose pour voir tous les paramètres d'écho. En cas donc de discordance entre les différents paramètres, il faut voir pourquoi on a un paramètre qui est discordant, essayer de répondre à cette question. Et parfois, faut pas avoir honte de dire je ne peux pas répondre à l'échocardiographie si cette insuffisance aortique elle est sévère ou non, et compléter donc par une approche multiparamétrique. Et je vous remercie. Voilà. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser, des remarques? Une question qui est ici, parce que l'insuffisance aortique. Le retentissement de la tension artérielle sur le niveau de l'insuffisance aortique. Donc, vous aurez un qui peut être vu, ça peut être Oui. la pression normale, la question. Oui. Vous le savez, vous avez ce maladie psychique. Donc, quelle est vous attendez à une modification de l'insuffisance? Merci pour cette excellente question. Effectivement, donc, j'ai pas détaillé les différents paramètres échographiques. On a des limites. Et un point très important, c'est la pression artérielle au moment de l'échocardiographie. Parce qu'une pression artérielle qui est élevée, ça fausse énormément donc, différents paramètres sur le plan échographique. Et exiger une tension artérielle qui est stable au moment de la réalisation de l'écho, c'est très important et c'est obligatoire. Ou bien, si on a une urgence, tenir compte de cette élévation de la pression artérielle, parce que l'insuffisance aortique aussi, les différents paramètres, on a la PTDVG, donc il faut faire donc, très attention et essayer de stabiliser la pression artérielle. À quel moment, peut-être au bout de je n'ai pas de valeur exacte, mais au bout de 15 jours d'équilibration de la pression artérielle, on peut refaire l'écho, faire donc une analyse multiparamétrique et voir, parce que la PHT, ça peut fausser aussi. Si on a une pression artérielle élevée, il y a certains paramètres qui sont faussés à l'échocardiographie dans l'évaluation de l'insuffisance aortique. Équilibrer au bout de 15 jours peut-être et refaire l'écho. Donc, et là, donc, on va voir qu'est-ce qui se passe exactement. Mais un point très important, ne pas oublier la clinique. Donc, tout ce qui est pression artérielle diastolique basse inférieure à 50, tout ce qui est signe clinique, c'est ça. On oublie parfois. Je suis échographiste et je tiens énormément aux différents paramètres, mais faut jamais oublier tout ce qui est clinique. Donc, on a un chiffre à 18 et une pression artérielle diastolique à 5 ou à 4. Là, il faut faire très attention et refaire une évaluation assez rapide. Je voudrais apporter un commentaire. D'ailleurs, félicitations pour ces très beaux cas cliniques que vous avez présentés. D'abord, bien sûr, je voudrais exprimer l'honneur que j'ai d'être encadré de mes grands maîtres, professeur Renari, Zakoun et Cameau, voilà. Et ici a déjà donné dans l'assistance. Alors, pour les commentaires que j'ai assumés, lorsqu'on est devant une maladie aortique, comme le deuxième cas, oui, le dernier cas. Si il n'y a pas ni sténose sévère, ni fuite sévère, il faut considérer que le retentissement sur le ventre gauche est beaucoup plus grave que si c'était une simple insuffisance aortique consolidée. Parce que la post-charge du ventre gauche est encore plus élevé que si c'était la fuite seule ou le rétrécissement aortique seul. Et dans ce cadre-là, il faut faire très très attention à l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche. Parce qu'en fait, c'est la sténose qui rend le pronostic plus sévère que la fuite. Et dans ce cadre-là, on ne s'attend pas à avoir des bougies crénilataux. C'est indiqué pour bien. Donc c'est surtout la fonction du ventre gauche
Et il faut la considérer comme si c'était une sténose aortique plus importante qu'elle ne l'est réellement, parce que la post-charge, elle est plus élevée pour le ventricule gauche à cause à la fois de la sténose et de la fuite. Donc, mais c'est pour insister surtout sur l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche. Et concernant le cas que vous avez présenté sur la bicuspidie aortique, si j'ai bien lu, déjà la cloison il est vraiment dilaté. Pour une bicuspidie, on est dans une indication chirurgicale déjà. Pour l'aorte. Donc si on va y aller pour l'aorte, je pense que vous allez quand même soit réparer, soit remplacer par un bancage la valve aortique. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Juste, je vais ajouter une petite remarque. Donc, actuellement, le strain, si on a une association, donc le strain, il commence à avoir une place très importante dans l'évaluation donc du ventricule gauche dans l'insuffisance aortique ou dans les maladies aortiques. Certaines études proposent un cutoff de moins 19, qui est déjà un signal d'alarme, mais ce n'est pas encore dans les recommandations. Peut-être rapidement, prochainement, on va avoir une valeur cutoff, donc où il faut faire très attention pour l'évaluation et intégrer ça dans la sévérité d'une insuffisance aortique ou d'une maladie aortique. Donc nous allons passer à la troisième présentation. Alors est-ce que le professeur Beleux est là ou un représentant de son équipe? Il y a une vidéoconférence? Non. Donc nous passons à la dernière présentation, comme ça nous aurons plus de temps pour discuter. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Ouaïd Marcoudi du service de cardiologie sociétale militaire de Tunis et qui est membre de notre groupe d'imagerie cardiaque, donc pour nous présenter l'insuffisance pulmonaire, comment l'évaluer, comment la prendre en charge. Donc merci de m'avoir associé à ce congrès, bien sûr. Et je vais parler donc du challenging scenario dans l'insuffisance pulmonaire. En fait, les régurgitations pulmonaires ne se présentent généralement pas comme une lésion isolée. Donc légère, elle est couramment détectée. On est tous, les échographistes surtout, on voit cette petite insuffisance pulmonaire tout à fait bénigne et qu'on va passer, c'est une valve qui est normale, un cœur sain. Donc c'est fréquemment le cas, c'est une découverte fortuite sur cœur sain. Mais il y a certaines régurgitations pulmonaires où l'étiologie, c'est une insuffisance pulmonaire qui est pathologique, qui dans l'étiologie, ça peut correspondre à une anomalie congénitale. On voit très bien les quadricuspidies, les bicuspidies, les hypoplasies de l'anneau, les prolapsus de la valve pulmonaire. Tout ça, c'est des mécanismes de régurgitation pulmonaire. Et bien sûr, pour les cardiopathies opérées, il y a les post-dilatations pulmonaires percutanées ou les valvulotomies chirurgicales, ou bien sûr, plus fréquemment, c'est les chirurgies post-cure de tétralogie de Fallot où on voit cette insuffisance pulmonaire se développer petit à petit et pose surtout un élément pronostic important pour la réopération. Pour les autres, on trouve les endocardites infectieuses, les syndromes carcinoïdes, le rhumatisme bien sûr et les étiologies myxomateuses. Donc, la régurgitation pulmonaire pose un challenge dans le cas où cette régurgitation elle est pathologique et on doit donner une idée sur son degré et sa sévérité. Donc, l'évaluation, elle est parfois difficile. Il y a beaucoup de paramètres à utiliser, on va voir. Et l'objectif de l'imagerie, c'est identifier, évaluer les degrés anormaux de cette insuffisance pulmonaire, déterminer bien sûr l'étiologie et ses effets sur les structures et surtout la fonction cardiaque droite. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a des implications thérapeutiques pour ces insuffisances pulmonaires pathologiques, donc sur une valve qui est anormale. Donc, on va procéder par un cas clinique, un seul cas clinique, où on va voir les différents paramètres échocardiographiques de l'évaluation et la difficulté de cette évaluation. Donc, c'est un patient qui est âgé de 40 ans, qui est suivi pour une tétralogie de Fallot opérée à l'âge de 18 mois. Et à l'âge de 20 ans, il a eu un pacemaker pour une incompétence chronotrope. 8 ans après, il a subi un changement du boîtier de pace. Donc, depuis un mois,
depuis un an, il rapporte la notion de dyspnée d'effort, qui au début, c'est une dyspnée stade 2 de la NYHA, puis devenue petit à petit stade 3 de la NYHA. Donc, il a été admis à notre service pour exploration. L'examen, il était en état hémodynamique stable, il avait un souffle diastolique foyer pulmonaire, des signes francs d'insuffisance ventriculaire droite, et à l'électrocardiogramme, on trouve cet aspect-là qui est un aspect de flotteur. Voilà, c'est un flotteur auriculaire commun avec un très beau bloc de branche droit avec des QRS qui sont larges. Voilà. Donc, la biologie, donc, les NT-proBNP étaient à 8600. Bien sûr, on a fait la télémétrie, le pacemaker était ininterrogeable. Donc, bien sûr, on est devant une tétralogie de Fallot opérée, un patient qui est symptomatique, des signes d'insuffisance cardiaque, un flotteur à l'électrocardiographie. Donc, le premier réflexe à faire, c'est l'exploration échocardiographique chez notre patient qui est très importante, l'échocardiographie de l'affaire. Elle a une importance déjà pour évaluer une éventuelle insuffisance pulmonaire qu'on va douter devant ce tableau-là, pour identifier les lésions résiduelles, pour voir la fonction VD, la valve aortique et pour évaluer aussi le ventricule gauche et les pressions pulmonaires. Donc chez notre patient, on va très bien sur le TM, une dilatation nette des cavités droites. Voilà, sur le 2D aussi, et sur le petit axe aussi centré sur les ventricules, on voit cette dilatation importante du ventricule droit. En petit axe aussi, on a identifié cette insuffisance pulmonaire, on l'a évaluée après, c'est une insuffisance tricuspide, grade 3. Et sur la voie pulmonaire, on voit très bien une nette dilatation des bronches pulmonaires, vous voyez. Donc, dilatation importante. Et sur le Doppler couleur, on tombe sur une insuffisance pulmonaire qui, à coup d'œil, paraît probablement importante. Donc, il faut évaluer. Donc, l'insuffisance pulmonaire, en fait, post-cure de tétralogie de Fallot, c'est le risque majeur des réparations comportant une section de l'anneau et un patch infundibulum pulmonaire. Mais aussi, elle peut survenir après une simple commissurotomie. Donc, il y a les guidelines de 2017, l'américaine. Il y a aussi une partie qui est dédiée à l'évaluation échocardiographique de l'insuffisance pulmonaire qu'il faut voir. Donc, c'est une occasion pour revoir ces paramètres-là et voir le challenge dans l'évaluation de cette insuffisance pulmonaire et la sévérité. Donc, il y a plusieurs paramètres indispensables qu'on a décrits, mais leur apport, il est variable pour la décision de la sévérité des insuffisances pulmonaires et surtout quand cette insuffisance pulmonaire il est secondaire à une cure de tétralogie de Fallot. Donc le Doppler couleur, il va nous aider. C'est une évaluation qualitative. On va voir le G, son extension au niveau de l'infundibulum pulmonaire, et on peut juger partiellement sur la sévérité. On a un autre paramètre au Doppler couleur qui est le reflux au niveau des branches pulmonaires, droite et gauche. Donc ça, c'est deux paramètres qualitatifs. Un autre paramètre, donc, c'est le rapport entre le G à l'origine et l'anneau pulmonaire, mais c'est parfois difficile parce que la zone de l'anneau pulmonaire, c'est difficile à mesurer. Où dans la plupart des adultes avec tétralogie de Fallot, il y a une modification de l'architecture au niveau de l'artère pulmonaire et du tronc de l'artère pulmonaire. Donc l'anneau pulmonaire, parfois, c'est pas évident de le mesurer. Donc ce paramètre aussi, il est difficile à calculer. L'autre paramètre, c'est de voir le flux au Doppler continu. Et comme l'IAO tout à l'heure, donc quand plus le flux il est dense, plus il est en faveur d'une insuffisance pulmonaire importante. Et il y a aussi un autre paramètre, c'est voir le PHD. Quand le PHD il est inférieur à 100, c'est un élément important en faveur de l'importance de l'insuffisance pulmonaire. Un autre paramètre quantitative aussi, ou semi-quantitative, c'est le mesurer la fraction de régurgitation ou l'index de régurgitation. C'est en calculant le rapport entre la distance ou le temps du flux de régurgitation par rapport à toute la diastole. Donc c'est un élément important aussi, l'index de régurgitation, pour dire est-ce que mon insuffisance pulmonaire elle est importante.
Donc, les autres paramètres quantitatifs ne sont pas vraiment valides dans l'insuffisance pulmonaire et surtout dans la tétralogie de Fallot parce que ce n'est pas évident de trouver ce rayon de PISA pour mesurer la surface de l'orifice régurgitant. Donc, c'est un paramètre qui n'est pas valide dans l'évaluation de l'insuffisance pulmonaire. Donc, seuls les paramètres d'après les guidelines en rouge qui sont valides dans l'insuffisance pulmonaire après cure de tétralogie de Fallot et on trouve cette PHT inférieure à 100, c'est en faveur d'une insuffisance pulmonaire importante. Le rapport la largeur du G sur l'anneau supérieur à 65%, c'est en faveur d'une IP importante. Bien sûr, l'index de régurgitation inférieur à 0,77 et il y a d'autres paramètres comme la fraction de régurgitation qui est très difficile à évaluer en échocardiographie et on est obligé parfois, si on n'a pas de critères suffisants, de se fier à l'IRM. Donc, il y a un algorithme, comme les autres algorithmes des régurgitations. Si on a parmi les 5 critères suivants plus que 3 critères, c'est en faveur d'une insuffisance pulmonaire qui est sévère. Sinon, si on a 1 ou 2 ou peu de paramètres, on est obligé parfois, si surtout il y a une indication ou une implication thérapeutique, de recourir à l'IRM pour évaluer la fraction de régurgitation. Donc, pour notre patient, bien sûr, il ne faut pas oublier le retentissement de cette insuffisance pulmonaire par l'évaluation du VD et voir la fonction ventriculaire droite par le biais du Doppler tissulaire et du strain de la paroi libre du VD. Donc, pour notre patient, c'est une insuffisance pulmonaire qui paraît importante. L'extension du G, c'est au-delà de l'infundibulum pulmonaire, mais on est obligé de faire et de chercher d'autres critères. On a ce rapport-là qui était supérieur à 65%. La PHT qui est à 64, donc largement inférieure à 100, donc en faveur de cette insuffisance pulmonaire. Il n'avait pas de sténose pulmonaire associée et l'index de régurgitation, on n'a pas pu vraiment le déterminer vu qu'il était en flotteur et il n'y avait pas d'enveloppe assez bien pour pouvoir mesurer l'index de régurgitation. Donc, en voyant le retentissement, on voit très bien que c'est un VD qui est très dilaté, avec une dysfonction visuellement. Et sur les paramètres, on avait TAPS à 10, le SVD à 6, et le strain du VD, il était à 10, et le strain de la paroi latérale était à moins 12. Donc, une dysfonction VD nette. Donc, pour l'insuffisance tricuspide, elle était évaluée à une IT moyenne sur les critères d'évaluation et on a une PVD, une pression VD sur l'été qui était à 30, mais c'est probablement sous-estimé puisqu'on a cette dysfonction VD importante qui va sous-estimer les pressions pulmonaires et la PVD. Donc, la conclusion de cette échographie, c'est une dilatation notable des cavités droites, dysfonction VD, IT sévère, IP sévère et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, IP sévère, c'est seulement on avait deux critères, mais il faut recourir à d'autres examens parce que pour l'insuffisance pulmonaire chez les patients ayant une tétralogie de Fallot, il y a des critères à faire avant d'indiquer une valvulation de la voie pulmonaire. Là, pour notre patient, c'est évident, et les chirurgiens sont d'accord, je crois, avec moi, c'est évident que c'est un patient qu'on va référer pour une valvulation de la voie pulmonaire, mais on va voir une des difficultés pour les chirurgiens et pour les réanimateurs chez notre patient. Donc, je vais rappeler la place de l'IRM, c'est très important de la faire, si on a les possibilités, bien sûr. Cet IRM va permettre de quantifier la régurgitation pulmonaire d'une façon précise, et surtout si on n'a pas de critères suffisants pour dire est-ce que cette insuffisance pulmonaire est importante ou non, et les volumes ventriculaires droits. C'est important, l'IRM, c'est l'examen clé, surtout pour les patients asymptomatiques, puisque dans les recommandations, on va voir après, pour les patients asymptomatiques, on a un critère important qui est le volume télédiastolique ou télésystolique du ventricule droit. Donc, et l'IRM, elle apporte beaucoup plus de paramètres que l'échocardiographie pour l'évaluation des critères de sévérité et de retentissement de l'insuffisance pulmonaire. Donc, pour notre patient, il est symptomatique.
dyspnée stade 3. Des signes d'insuffisance cardiaque, flotteur auriculaire, une IP importante, une dilatation et dysfonction VD. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au début, on a stabilisé le patient sous traitement médical. Bien sûr, pour le flotteur, on ne va pas le laisser puisqu'on a une indication opératoire après. Donc, on a fait une exploration électrophysiologique plus ablation de ce flotteur et on a proposé le patient pour valvulation de la voie pulmonaire. La seule chose que le VD à l'IRM de notre patient était très dilaté avec un volume télédiastolique indexé qui était à 230 millilitres par mètre carré. Donc, c'est très important. Et on a eu une difficulté aussi avec les réanimateurs qui refusaient au début de prendre en charge ce patient qui était à très haut risque post-opératoire de mortalité vu cette dysfonction importante du ventricule droit. Donc, une IP importante, quand est-ce qu'on va faire la valvulation pulmonaire et dans quel cas? Il y a des recommandations, bien sûr, qui disent que le remplacement valvulaire pulmonaire doit être considéré chez les patients asymptomatiques avec une insuffisance pulmonaire sévère et ou obstacle, quand est-ce? S'il y a en présence d'un des critères suivants, une dilatation progressive des cavités droites avec un volume télésystolique du ventricule droit indexé supérieur à 80, un volume télédiastolique du ventricule droit indexé supérieur à 160, et ou une IT évolutive au moins moyenne, diminution des objectifs des capacités physiques, quand on fait une épreuve d'effort avec la MVO2, une dysfonction VD progressive, un obstacle droit avec une PVD supérieure à 80. Donc là, c'est pour les patients qui sont asymptomatiques. Pour les patients qui sont symptomatiques avec une IP sévère, ça ne pose pas de problème puisque l'indication est liée et on doit opérer ces patients pour prévenir l'insuffisance cardiaque droite et bien sûr aussi pour prévenir les troubles de rythme sévères et la mort subite. Pour les patients asymptomatiques, des critères électriques, échocardiographiques et l'IRM. Le remplacement valvulaire pulmonaire maintenant, pour notre patient, il a une valve native. Donc en premier, et la première proposition, c'est d'indiquer un remplacement valvulaire pulmonaire chirurgical puisque c'est une valve native. Sinon, pour les autres cas, on peut proposer actuellement, c'est de plus en plus la valvulation pulmonaire percutanée. Il y a des indications et des contre-indications, bien sûr, par plusieurs moyens, la valve Mélodie, Saint-Piens, et beaucoup d'études ont évolué et ont montré la place importante de cette valvulation percutanée pour les patients. Donc, on voit que l'insuffisance pulmonaire, surtout chez les patients avec tétralogie de Fallot pulmonaire, c'est un cercle, en fait. Ça va provoquer une surcharge volumétrique chronique, une dilatation du VD, une insuffisance tricuspide, une dilatation atriale, et ce qui va aggraver les atteintes qu'on a dans la tétralogie de Fallot. Donc, pour la tétralogie de Fallot, l'insuffisance pulmonaire, elle est presque inévitable. Donc, il faut surveiller pour intervenir précocement avant même l'apparition des symptômes. C'est très important, d'où la nécessité, la surveillance, en fait, c'est de faire d'une façon annuelle l'échocardiographie et l'IRM cardiaque. Ça se fait vers l'âge de 10-12 ans pour évaluer les séquelles anatomiques ainsi que le degré de fibrose myocardique et évaluer aussi le degré d'une insuffisance pulmonaire lorsqu'elle existe à l'échocardiographie. Donc, toute insuffisance pulmonaire, d'après les guidelines américaines de 2017, il y a des critères d'évaluation qu'il faut voir tous pour essayer de réunir au moins 3 critères parmi ces critères-là pour prédire la sévérité de l'insuffisance pulmonaire et qui pose problème et surtout pour la décision thérapeutique après. Et merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. Elle est aussi claire et vous avez bien fait le focus a été bien clair. Ici, il y a des problèmes d'insuffisance pulmonaire et de traducteur. Donc, c'est cette insuffisance qui complique les problèmes et que, comme vous l'avez vu, pour votre rémunérateur a refusé de continuer sur les rémunérations parce qu'il n'a pas de départ. C'est vrai qu'on n'avait pas à épauler parce qu'on avait sur 4 CLC, c'est super. Après, il y a une force plus connue. Oui. Possibilité de les souvent. Mais sinon, la sortie de CLC est presque impossible. C'est très important d'avoir bien expliquer la surveillance de ces malades et de bien
poser des indications opératoires au moment. Oui. Vous êtes considéré question de la Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que, ma question, c'est l'âge. Est-ce que l'âge jeune des enfants, à l'âge de 13, 14 ans, qui sont asymptomatiques et qui ont une IP importante avec un VD dilaté, c'est un facteur limitant à les opérer? Il faut attendre ou bien il faut y aller et adresser ces enfants-là au chirurgien ou par voie percutanée? Merci pour la question. En fait, il n'y a pas de limite d'âge. Tant qu'on a surveillé notre patient, on a détecté une insuffisance pulmonaire, il vaut mieux l'opérer avant l'apparition des symptômes. C'est très important. Quand on a les critères pour la valvulation par voie percutanée ou chirurgicale, c'est-à-dire une insuffisance pulmonaire qui est importante, soit sur les critères échocardiographiques, soit beaucoup plus, c'est meilleur, de faire l'IRM, sur l'IRM. Et quand on a des volumes qui sont importants, qui se rapprochent et ont dépassé les 160 millilitres pour le volume télédiastolique, indexé je parle, ou un des autres critères, il vaut mieux opérer. Pourquoi? Parce que cette insuffisance pulmonaire va avoir un retentissement sur le ventricule droit. Déjà, c'est un ventricule qui est pathologique chez ces patients et le risque de faire l'insuffisance cardiaque droite ou encore plus les troubles de rythme majeurs par cette défaillance hémodynamique en fait et le risque de mort subite. Donc, il vaut mieux prévenir dès l'apparition de cette insuffisance pulmonaire, d'où la surveillance stricte en fait, pour indiquer l'opération à temps. Sinon, on va avoir, comme chez notre patient, un VD qui est défaillant et là, même si on va opérer le patient, on ne va pas réduire le risque d'insuffisance cardiaque et même l'insuffisance cardiaque droite réfractaire et on ne va pas réduire beaucoup le risque rythmique chez ces patients qui vont avoir un VD qui est très dilaté avec une dysfonction majeure. Voilà. Autre question peut-être? Merci Ouaïda pour cette présentation sur l'insuffisance pulmonaire avec une présentation qui est excellente. D'abord, peut-être une remarque et un commentaire par rapport au moment de la valvulation. L'insuffisance pulmonaire importante, elle commence déjà dès le post-opératoire. Oui. Donc, on est bien d'accord. Donc, si l'insuffisance pulmonaire elle est importante, elle est là. Et généralement, le VD il est dilaté. C'est le meilleur critère de significativité d'une insuffisance pulmonaire. Donc, parfois, le problème n'est pas franchement de quantifier une insuffisance pulmonaire, mais plutôt d'évaluer un VD. Donc, et puis, par rapport au moment de la valvulation, il ne faut pas oublier qu'on va placer soit une bioprothèse, soit un tube. Et que le tube et la bioprothèse ont une durée d'action, une durée de vie. Donc, si on opère à 14 ans, on va réopérer à 30 ans. Et on va réopérer à 45 ans. Donc, tout le challenge, je pense, est de choisir le bon moment pour ne pas tomber dans le piège du VD qui est défaillant et qui ne récupère pas, mais faire gagner aussi quelques années pour ce patient-là, parce qu'on le sait, si on l'opère à 14 ans, on a encore plus de chirurgie et plus, quand je dis chirurgie, au percutanée aussi. Mais bien sûr, parce que là, on commence à avoir de plus en plus des valves en position percutanée, en position pulmonaire percutanée. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas attendre les symptômes et qu'il faut se fier aux critères d'évaluation échographique et IRM, mais un caractère très très important, il faut donner beaucoup d'importance aussi au volume et à l'évolutivité des lésions. Et l'évolutivité des volumes du ventricule droit qui sont extrêmement importants. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon ami Doravid, mais moi je vous dis personnellement, j'ai l'expérience d'opérer et de mettre des valves biologiques en position pulmonaire et il y a toujours de la place. Quel que soit l'âge, 12 ans, 14 ans, 11 ans, on peut toujours mettre une valve de 25 mm de diamètre. Les nouvelles valves, Carpentier, Magnaïs, je ne fais pas de la publicité, mais les nouvelles valves biologiques avec un excellent profil hémodynamique, et on peut
après quelques années d'ora, on peut mettre une valve sans aucun problème. C'est-à-dire que si on met une valve de 25 mm de diamètre, on pourra envisager de mettre dans 10 ans ou dans 15 ans, quand la valve dégénère, on peut mettre une valve en percutanée. Mais il y a toujours de la place, quel que soit l'âge et quel que soit le poids du patient, il y a toujours de la place pour mettre une valve de 25 mm. Bon, il y a des astuces à faire, il faut ouvrir la plèvre gauche et tout, les astuces chirurgicaux pour que le patch convexo-concave ne soit pas comprimé par le sternum quand on ferme le sternum, mais il y a toujours de la place, croyez-moi. Félicitations merci pour cette très belle présentation. La question que je voulais vous poser, quand même, on est devant un désir qui dysfonctionne de manière très importante. En plus, il y a une insuffisance tricuspide sévère. Chez un patient qui a déjà une sonde de pacemaker. Oui. Bon, alors, finalement, qu'est-ce que vous avez fait pour ce patient? Est-ce que les chirurgiens... Oui, il a été opéré, en fait. Est-ce qu'il a eu seulement la valvulation de la voie pulmonaire ou bien est-ce qu'il a eu un geste sur la tricuspide? La tricuspide aussi. Donc, il a eu une valvulation de la voie pulmonaire avec une plastie tricuspide. Bon, malheureusement... Non, c'était pas la sonde, c'est l'hésiter en fait. Vous avez vu le cercle que pose le problème dans l'insuffisance, dans la tétralogie de Fallot. En fait, c'est un cercle. Insuffisance pulmonaire, on a une dilatation des cavités droites, du VD, et cette insuffisance tricuspide qui va apparaître et qui est aussi un des éléments qui pose l'indication ou qui pousse à opérer. Donc, pour notre patient... Non, c'est pas une atteinte supplémentaire. Et d'ailleurs, on a enlevé la sonde de pacemaker parce que notre patient il n'était pas dépendant. Le pace n'était pas interrogeable. Donc, on l'a enlevé. Et pour ce patient, maintenant, avec un recul presque de 7 ans, je crois, il garde la valvulation ou sa voie pulmonaire, elle est intacte, mais il garde une insuffisance tricuspide importante avec une dysfonction, cette dysfonction VD qui est très importante. Le patient, c'est vrai, peu symptomatique sous traitement de l'insuffisance cardiaque, quand même on l'a mis sous traitement de l'insuffisance cardiaque, et il est peu symptomatique. Mais c'est vrai que c'est un patient qu'on a eu du mal à pousser les chirurgiens et les réanimateurs à l'opérer. Donc il ne faut pas arriver à ce stade-là. C'est la nécessité de la surveillance et c'est l'importance de la surveillance pour ne pas arriver à ce stade. Pour aller dans le même sens. Je crois qu'il ne faut pas arriver à pousser les chirurgiens. oui, effectivement, c'est la surveillance. Pour l'insuffisance tricuspide, c'est que les cardiologues ont toujours couvé le patient en présence d'une insuffisance tricuspide et en insuffisance en présence de l'insuffisance pulmonaire, parce que la symptomatologie n'est pas aussi catastrophique, à part la symptomatologie apparente, oui. N'est pas aussi catastrophique que pour les insuffisances du côté gauche. Oui, bien sûr. L'insuffisance du côté gauche, le malade vient étouffé. Oui. Et le cardiologue est obligé l'envoyer relativement précocement, ou au moins à temps à la chirurgie. Oui. Pour le côté droit, c'est tout à fait le contraire. C'est des malades chroniques qui se dégradent progressivement et, bien sûr, même le cardiologue devient impliqué. Bien sûr, oui. Un complice de la pente. Oui. Donc, il faut sauver le ventricule droit à temps pour les deux pathologies. Pour la question de l'âge, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Tout à fait d'accord. L'âge de la valvulation pulmonaire, parce que du côté pulmonaire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que ou bien vous mettez une valve puissante ou une valve là-dessus, si vous avez. Sinon, vous avez la solution du tube. Oui, tube VD. Et d'autant plus que la chirurgie du côté droit, du cœur droit, c'est une chirurgie simple. C'est une chirurgie sans crampage, sans problème ischémique du ventricule gauche. Donc, c'est une chirurgie dont on a fait avec un ventricule qui a été envoyé à temps à la chirurgie, et une chirurgie bénigne. Oui. Je dis bien bénigne. Pour notre patient, c'est un patient qui a été perdu de vue pendant 12 ans. Et là, c'est l'importance de l'éducation
l'éducation de ces patients, parce qu'ils vont arriver à un certain âge où l'implication dans la prise en charge thérapeutique de ces adolescents est très difficile. Et on voit beaucoup d'adolescents qui sont perdus de vue et qui ne consultent plus, qui ne font plus leur examen à temps. Donc la plupart, je ne dirais pas la plupart, mais il y a beaucoup qu'on va voir avec ce stade-là, rien que ces patients-là sont perdus de vue et ne consultent pas à temps. Ce n'est pas de notre faute. Merci beaucoup. Merci à tous Merci. tous ceux qui ont bien voulu présenter leur travail beaucoup d'excellence. Merci à l'observateur pour leur analyse. Et puis, merci à l'assistance et à notre professeur.